Hello, and welcome to the channel. Today we are with Eclair TV. We are at Art Session. Thank you for being with us and following us. On est aujourd'hui avec un invité, mais en fait cet invité s'est transformé en plusieurs invités. On est avec François Piquet et qui va être rejoint par d'autres personnes. François, ça va? Bonjour. Ça va super. Merci d'être là. C'est ta troisième fois avec nous. Deuxième fois. Deuxième fois que je passe te voir dans le studio. Voilà, donc il y a une troisième fois qui arrive bientôt. Et j'ai demandé, c'est censé être un tête-à-tête. Mais je me suis dit, tiens, je vais me faire accompagner quand même. Et donc j'ai demandé à Scarlett Jésus d'être avec nous. Scarlett, ça va? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'être là. C'est ta troisième, toi, par contre. Fois, oui. Voilà, alors j'aimerais bien qu'on puisse t'avoir plus souvent. Tu me diras en fonction de tes voyages, etc. Parce qu'en fait, tu n'es pas vraiment invité. Tu es un peu la voix de la raison puisque tu es critique d'art. Et mon idée, c'est que tu m'aides à peut-être élever le débat ou en tout cas à aller dans des directions où moi, par exemple, je ne penserais pas aller et dans les discussions, peut-être même que l'artiste, parce que parfois les artistes sont tellement complexes qu'on ne peut pas tout voir, quoi. Entendu, donc je te couperai la parole quand je te demanderai la permission de parler. Thank you very much. Et donc, on a aussi Jean-Marc Boudine qui nous rejoint par Skype de Paris. Jean-Marc, tu es là? Bonjour. Oui. On t'entend pas bien, mais on fera des efforts tout à l'heure pour être sûr qu'on a du son. On te voit tout à l'heure. Ça y est, ok, ça marche, merci. Et aussi, dans un petit moment, on aura la question de Lynn, mais ça, c'est pour un petit peu plus tard. François, Oui. comment ça va? Ça va bien. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Déjà dit. Tu es au Centre des Arts avec les artistes en résistance? Là, oui, ces dernières semaines, j'ai pas mal travaillé au Centre des Arts, au CAC. Et c'était vraiment chouette. Et puis, ça m'a permis d'essayer encore de continuer à essayer de me bousculer dans ma pratique. Et donc d'aller faire d'autres choses avec d'autres matières. Et puis évidemment Musée L'Herminier qu'on occupait en 2009 avec Artis Kachima. Donc venir au Centre des Arts, au chantier du Centre des Arts occupé par le collectif Artis Résistance. C'était pour moi immanquable. Et puis, on va revenir pour donner une petite force, un soutien, et puis apporter ce que je peux faire avec ce que je suis, quoi. On va revenir sur ça parce que tu as dit un mot intéressant, l'Herminier. Et voilà, mais avant d'arriver à l'Herminier, tu as dû naître quelque part. Ah ouais, je suis né en... Et c'est pas en Guadeloupe? Non, je suis né en région parisienne. C'est ça. Je suis né à Suresnes, qui à l'époque était encore dans le département Paris, mais ça y est plus maintenant. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et donc je suis né à Suresnes, j'ai grandi en... Mais c'est comment à Suresnes? C'est un je village? sais pas, j'y suis... Non, mais quand tu... J'ai jamais habité là-bas, en fait. Okay. À 2 ans, j'avais 2 ans, mes parents sont partis. Où? À Fresnes, j'ai grandi à Fresnes. Fresnes. La prison de Fresnes. Oui, c'est ça, voilà, c'est la prison. Exactement. C'est un espèce de repère général, oui, voilà. Et donc j'ai grandi à Fresnes, qui était la banlieue avant que ça soit la banlieue. On m'a raconté que quand mes parents sont arrivés, l'immeuble où on habitait était au milieu des champs. Et puis moi, quand j'ai eu plus de souvenirs, il n'y avait plus de champs tout autour. Il y avait la ville, des pavillons, des immeubles, des zones pavillonnaires, voilà. Et c'était à 10 km de Paris. J'ai grandi là jusqu'à 18 ans. Après, je suis parti... Le collège, comment tu étais au collège? Est-ce que tu te rappelles roux, du collège? J'étais roux. Oui. Ouais. Tu étais un peu roux quand t'es arrivé? Je suis toujours oui, un roux, peu moins, mais ouais. Tu étais un peu poil de carotte. En plus, avec ta barbe... C'est ça fait partie des trucs. Donc, le collège, Est-ce que tu as souffert de ta différence de pigmentation? Mais exactement, la couleur a commencé là, en fait. Figure-toi que j'ai des expériences comme tous les rouquins. Des expériences pas forcément très positives, tu vois. Mais ça, c'est des trucs de gamin. Tu t'en rappelles, ça te marque, il se passe un truc. Voilà. Est-ce que tu avais déjà une sensibilité artistique? Alors, il faut dire que mon père faisait de la peinture. Et donc, depuis tout petit, j'ai détesté l'art. J'ai détesté l'art parce que ça me privait. Mes parents étaient séparés très tôt, ont divorcé, j'avais 5 ans. Donc on a été avec mon frère, j'ai un frère, on a été élevés par ma mère. Et donc mon père nous récupérait toutes les 2 semaines et puis 1 mois pendant les vacances. Un peu comme beaucoup de familles antillaises en fait, au bout du compte. Voilà. Et donc pendant un week-end sur 2, on allait au Louvre. On allait regarder le samedi matin des peintures au Louvre. Donc j'ai vu très tôt les trucs magnifiques, les grands tableaux absolument hyper impressionnants, l'ancienne version du Louvre avant la pyramide, tout ça.
Et puis, et le dimanche matin, mon père faisait de la peinture. Il y avait une école de peinture à Étampes, une école un peu impressionniste, sous la direction de monsieur Lejeune, je crois, qui était un maître des Beaux-Arts. Et donc mon père partait le dimanche matin pendant 3 heures, et donc plusieurs fois avec mon frère on a été embauchés pour être modèle. Le cauchemar de tout enfant, c'est-à-dire que pendant 3 heures tu ne peux pas bouger, et ça dure 3 dimanches de suite. Donc 3 dimanches de suite, pendant 3 heures tu es obligé d'être comme ça ou comme ça, voilà. Et donc j'ai très vite détesté les vernissages avec les gens qui te bousculent pour accéder au buffet, tu prends des coups de sac, des trucs, les gens qui regardent beaucoup plus le buffet que les tableaux. Mais c'était un rejet de la peinture académique. Non, c'était... les modèles, c'est surtout... en fait, c'est pas un rejet, moi, c'est le côté vernissage, les gens que ça intéresse pas, la peinture, qui viennent là juste pour le buffet. J'en ai vu plein. Mais c'est en fait... ce que faisait mon père et ce que faisaient d'autres personnes nous a quand même vachement frappé, c'est-à-dire qu'il faisait de la peinture impressionniste. Et donc, aussi, pendant les vacances, quand on partait en vacances, la technique c'était qu'il cachait son chevalet parce qu'à chaque fois on lui disait ah non, ce coup-ci tu joues avec nous, machin. Et puis en fait il cachait son chevalet dans la voiture. Et puis après, au bout d'une semaine de plage, il n'en pouvait plus, il s'emmerdait tellement qu'en fait on partait, il cherchait un paysage, une route, un truc, un machin, il s'arrêtait, il disait bon allez jouer, au milieu de nulle part, un champ, une barrière, un chemin. Et puis pendant 3 heures il peignait, et puis avec mon frère on était là à côté en train de jouer avec je sais pas quoi. Et donc ça, mais quand même il y avait cette magie de la toile, de la gouache, puisque c'est en extérieur, donc de la gouache où de près tu vois 3 touches de peinture qui signifient strictement rien, et puis quand tu te recules, tu as toute une magie, une profondeur, les 3 touches de peinture se transforment en vache, et puis il y a d'autres trucs, et puis les couleurs et ton imaginaire, et donc cette éducation-là, en fait, a été faite comme ça. À la fois, c'était pour des gamins, c'était dur et pas du tout. Ça nous privait un peu de notre père. Mais en fait, tu n'as jamais, en tant qu'artiste, excuse-moi, hein, mais en tant qu'artiste, tu n'as jamais fait de la peinture. Ça me paraît beaucoup trop compliqué. C'est ça. Le volume me paraît beaucoup plus simple. Ça, c'est collège et lycée ou c'est juste collège? Après le collège, mon père, comme ils étaient séparés, mes parents, je ne les voyais plus trop. Après, donc au lycée, tu étais... Au lycée, j'ai fait lycéen, j'ai fait mes affaires, j'ai travaillé à l'école, et puis après, donc du coup, comme j'étais plutôt bon élève, j'ai fait une école d'ingénieur. Voilà, alors après le lycée. Ouais, après le lycée, je suis parti en école d'ingénieur, c'était une prépa intégrée, c'était à Compiègne, en Picardie. Et donc la Picardie, bien triste au paysage. Et voilà, toute la bourgeoisie. Oui, quelle ingénierie? Ingénieur de... Alors au début c'était toutes sortes, tu vois, c'est un tronc commun. Pendant 2 ans, tu fais des maths, de la physique, de la chimie. Premier cours d'informatique où à cette époque, tu as besoin de taper une page de code pour que tu aies un cercle vert qui se trace à l'écran. Tu vois. Il n'y avait pas encore la souris. Donc ça remonte à loin quand même. Et puis après, en fait, pour moi, c'est devenu compliqué parce que c'est là où j'ai commencé à faire de la musique, où j'ai commencé à sortir et à vivre un peu plus, à faire de la création. J'ai fait mes premiers pochoirs. La vie étudiante s'est ouverte. Il faut tout toi en train de jouer de la musique. C'est ouverte devant moi. Si on va pouvoir la voir. Incroyable. Et ton premier boulot, c'était quoi? Mon premier boulot, c'était j'étais développeur multimédia. C'est-à-dire qu'après l'école d'ingénieur, en fait, j'ai commencé à faire de la musique là-bas. Donc, ingénieur, mon design. C'est magnifique. Ah oui, tiens. Avec Red Bastard. C'est un groupe qui existe encore, qui s'appelle Red Bastard. C'est ici en Guadeloupe, là. Donc, ton premier boulot, c'est... Et donc, l'école d'ingénieur, après, du coup, j'étais objecteur de conscience parce que je voulais continuer à faire de la musique. Et au début, je pensais partir en copé. Pour les plus jeunes, c'était par rapport au service militaire. Service militaire. Je pensais partir en copé parce que j'étais... Et puis aller voir le monde. Et en fait, comme j'avais commencé la musique, on avait un groupe, on voulait vraiment faire de la musique. Et donc je suis resté en région parisienne, objecteur de conscience. Et puis après, en fait, j'ai commencé du multimédia parce qu'entre mes débuts d'ingénieur et la fin, Macintosh était arrivé, la souris, l'infographie, le multimédia, le son, le dessin, et donc ça recoupait pas mal de choses qui m'intéressaient.
Et donc mon premier boulot, ça a été développeur en multimédia à faire des CD-ROM. Et donc moi j'étais pas le graphiste, j'étais en gros l'ingénieur, c'est-à-dire celui qui assemble les films, les trucs, qui fait que la programmation de l'utilisateur ça marche, qui programme toute l'interactivité Ce qu'ils appellent maintenant UX. Peut-être. C'est ça? Peut-être. Users Experience. Un truc C'est une comme ça. spécialité, c'est une spécialité. Ouais, c'est designer UX. d'interactivité. Oui, c'est ça. Et tu rencontres Madame Piquet. Alors, oui, en fait, à ce moment-là, effectivement, je rencontre ma chérie, Ouais. qui n'est pas Madame Piquet, puisqu'on n'est pas mariés, mais Bon, enfin, c'est ma chérie. pour parler vite. Vanda, Et du coup, ma chérie d'amour. Madame Piquet vient en Guadeloupe avant toi. Alors, elle arrive, en fait, à ce moment-là, moi, je bosse pour rembourser mes emprunts étudiants, parce que j'ai fait des emprunts pour rembourser mes premiers emprunts, parce que, voilà, donc, à ce moment-là, je taffe dur et c'est chaud, et je rembourse mes emprunts étudiants qui m'ont permis d'avoir le diplôme. On habite à Paris. Elle fait de la musique, elle est dans une fanfare, elle a un peu lâché les études, elle est modèle pour peintre et sculpteur et photographe et tout ça. Ah oui, elle aussi. Donc, non, moi j'ai fait le modèle 2 fois, c'est pas trop mon délire, ça m'a pas trop T'as dit plu, 3 fois. mais j'y suis allé avec elle. Voilà. Et puis, et à ce moment-là, elle est chauffeur de bus entre Orly et Roissy parce qu'elle a passé son permis bus pour conduire le bus de la fanfare, qui s'appelle Taras Bulba, qui existe encore, une fanfare de Montreuil. Et elle me dit, à la fin du remboursement de mes emprunts étudiants, on part en Thaïlande, on rencontre des saisonniers qui font la saison en Guadeloupe et qui nous parlent de la Guadeloupe. Et donc, en rentrant, elle dit, je ne ferai pas un hiver de plus à Paris, je pars en Guadeloupe, faire la saison, bosser en saisonnier en Guadeloupe, sans connaître personne. Et puis elle me paye un billet d'avion pour que je la rejoigne en février 2000. Combien de temps après que tu sois parti? Elle est partie, elle a vu Dean. C'était en octobre 2019 ou novembre 2019? Non, 2009. Hugo. 2009. Non, 2009. Non, Pas 2019. 1999. Ah Pardon, oui. 1999. Ouais, Ah ça oui. change. Ça Oui, fait là, flipper. c'était pas Donc Hugo. 6 mois après en fait. Ouais, quelques mois après, 3-4 D'accord, mois donc après. donc c'est une sorte de regroupement familial qui je serait viens interdit rejoindre- en sous fait, Zemmour. Je viens rejoindre. Il sera pas là. Croisons les doigts. Mais en fait, ouais, moi j'arrive en Guadeloupe avec la ferme. Moi j'ai du boulot à Paris, j'ai mon groupe, on continue à faire de la musique. Et donc j'arrive avec la ferme intention de la ramener par la peau des fesses à Paris en disant c'est bien les vacances, ça fait 5 mois que t'es là, c'est cool, mais voilà. Il s'avère que c'est une fin de cycle avec le groupe, la musique, tout ça, ça pêche un peu, on a du mal à trouver un second souffle. Et en fait, arrivé en Guadeloupe, au bout de 2 jours, je dis bon d'accord, je vais reporter un peu mon billet. Puis j'arrive, j'ai quelques mois d'acédique devant moi, parce qu'à ce moment-là, je suis intermittent du spectacle en décoration. Je fais des décos, de la perceuse, des trucs, des machins, installer des décors pour des festivals, pour ce genre de choses. Très peu de cinéma, mais plutôt de l'événementiel. Et puis, au bout de 2 jours, on reste un peu, et puis finalement, je décale mon billet, et puis on reste. Et puis 3 mois après, en gros, je suis arrivé le 1er février 2000 en Guadeloupe, et le 4 février 2001 est née notre première fille. Voilà, donc tes enfants sont nés ici. Ouais, donc en fait, très vite, Vanda est tombée enceinte. Je crois que c'était son plan, en Je sais fait. pas l'expression tomber. Non, bah alors. Bon, oui, mais alors, on y va Vanda parce que est sinon, enceinte. on va pas Vanda est finir. enceinte, et puis Et- arrive le premier Et puis il y en a enfant. 2, il y en a un deuxième. 2 ans après, Ouais. le deuxième. Et dans tout ça, tu commences à être artiste parce que comme la musique ça marche pas, tu fais de J'ai arrêté tu fais de la sculpture. On faisait un peu du rock hardcore à Amiens. C'était les briques, la pluie, la betterave. Le changement de décor était radical. Et donc, en fait, mon premier voisin à Modette, qui s'appelle, je suis plus voisin là-bas, mais Moïse Tite, voie numéro 3 à Modette, qui est un mancheur de sabre. Donc un monsieur qui fait les manches de sabre et qui fait encore des manches de sabre et qui vend toujours ses sabres à voie numéro 3 à Modette à Sainte-Anne, m'a appris, en fait on découvre, on arrive en Guadeloupe et on ne connaît pas les arbres, on ne connaît pas les trucs, on ne connaît pas les bêtes, on ne connaît pas les insectes, on ne connaît pas les fruits, on est totalement ignorant de tout. Et ce premier voisin, hyper accueillant, sympa, et puis il me montre plein de choses, et il me montre entre autres comment il tresse des paniers avec du bambou. Et quelques années plus tard, en 2007,
C'est comme ça qu'en fait commence que je fais ma première sculpture en Guadeloupe en tressant des lames de fer, comme Moïse m'avait montré comment on fait des paniers. Voilà, et donc tu commences ta carrière de sculpteur et d'artiste avec cette sculpture, c'est un taureau, c'est ça? En 2007, ouais, Beth voilà. Chappé Avant l'usine. ça, On a la photo ici. Avant ça, tu avais fait des enseignes à Sainte-Anne pour des magasins à l'extérieur, des personnages dans du métal aussi. Alors c'est venu après ça. C'est venu après. Et donc c'est cette œuvre-là. Exactement. Voilà. Et ça, c'était à Darboussier. à Darboussier. À Darboussier. Et il y avait une volière aussi avec des oiseaux. Des grands origamis blancs. Voilà. Et l'œuvre fait partie d'une vente aux enchères et non, achetée cette par. œuvre-là n'a pas été celle-là. vendue aux enchères. Celle-là, elle a été achetée par Beauport Pays de la Canne, qui, en fait, cette œuvre-là, elle séduit Eddy Firmin, le jour du vernissage, je me dis, ton taureau, je te l'achète. Mais moi, je me dis que vu la réception, parce qu'en fait, ce moment-là où, lors du vernissage de Darboussier, pour moi, c'est un moment fondateur, c'est-à-dire que je découvre deux choses. Je découvre que c'est la première fois après 7 ans que je vis en Guadeloupe, c'est en 2007, donc ça fait 7 ans que je vis en Guadeloupe, mais c'est la première fois où j'ai le sentiment d'appartenir au Pays Guadeloupe, de participer au Pays Guadeloupe, parce que c'est la première fois où j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de présupposé, tu vois, il y a une dame qui vient me voir, qui me dit « Ah, mais c'est vous, votre taureau, monsieur, maintenant il faut faire la charrette ». Enfin, toute personne de la société, que ce soit des jeunes, des vieux, des hommes en costume, des mecs en t-shirt, des Lakers, tout ça, qui viennent me voir et qui me parlent sans filtre. Et du coup, tu es plutôt connu pour ces sculptures avec le fer. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi. Voilà. Mais c'est aussi comme ça c'est ce qu'on reconnaît beaucoup, pas seulement, mais de toi, ces sculptures avec le fer, c'est du fer que tu avais récupéré de Darboussier. Quand tu dis Darboussier, c'est l'ancienne usine Darboussier qui était donc au cœur de Pointe-à-Pitre, là où maintenant est construit le Mémorial Act. Voilà, et il restait donc des fers qui servaient. Il y avait toute une friche industrielle. Et ces fers-là servaient à faire des tonneaux. Ça servait à faire les cerclages des tonodromes. Donc tu as deux types de fers, tu as des plus gros qui servaient en haut et en bas, puis des fers un peu plus petits qui servaient au milieu. Et donc c'était des grandes lames de fer, comme du feuillard, qui servaient Tu en as fait notamment des mains. Ouais. Et on a aussi une autre sculpture. Un fauteuil. Tu as fait des jambes aussi. Ouais, ça s'appelle la dette. Et un tronc sans jambes. Avant ça, tu avais exposé et en fait, un fauteuil à l'artocarpe. Ouais, en fait, toute cette période, donc, entre 2007, ça, juste après le taureau, j'ai fait cette sculpture-là. Et après, j'ai fait le personnage suspendu avec les bras écartés, avec l'ossière de bateau qui sert comme les tripes un petit peu. Et donc le diptyque, c'est un diptyque, ça fonctionne avec. Les jambes, on les voit un peu plus loin d'ailleurs que le personnage là. Et donc ça s'appelle Devoir de mémoire, parce que dans le sable, au pied du personnage, est écrit Devoir de mémoire, et constamment il faut réécrire Devoir de mémoire parce que ça s'efface, puisque la mémoire, c'est comme le sable. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, en 2010-2009, il y a une vente aux enchères organisée en Guadeloupe, où moi je montre, ça me permet de montrer ces œuvres-là, et à ma grande surprise, en fait, ces deux œuvres sont achetées pour faire partie de la collection du Mémorial Act, puisqu'il y a la pose de la première pierre du Mémorial Act qui a lieu en décembre 2009, je crois, et donc sur le site de Darboussier, et ça fait partie de l'espèce de scénographie, et puis ces sculptures donc appartiennent toujours à la collection permanente du Mémorial Act, même si elles ont pas de place dans l'exposition permanente comme ton œuvre, mais elles sont quand même partie de la collection. Excellent. Scarlett. Bien, et pourquoi de la sculpture alors? La sculpture, il n'y a pas beaucoup d'artistes en Guadeloupe, à part les sculptures des ronds-points. Il n'y a pas beaucoup d'artistes intelligents qui font de la sculpture, ça c'est sûr. Parce que en fait, après, quand tu commences à faire de la sculpture, moi, pourquoi la sculpture? Parce que d'une part, c'est venu, en fait, le truc n'est pas prémédité, c'est-à-dire que j'ai pas choisi, ça c'est venu comme ça. Le fait de participer à Darboussier, ça s'est fait parce que je faisais de l'infographie à l'époque, je bossais avec des architectes, et c'est comme ça que j'ai rencontré le projet des architectes de la Maison de l'Architecture d'investir à l'usine de Darboussier pour faire un projet culturel.
La rencontre avec Moïse, ça a été totalement fortuit. Le fait que de discuter avec Georges Rovellas, qui me dit tu vois les lames de fer, on pourrait tresser. Et puis moi, ça me fait penser à un truc et je me dis on pourrait tresser, donc je pourrais tresser peut-être mes trucs en volume. Et en fait, tout ça n'est pas du tout prémédité. C'est une suite de rencontres et après, ce que je comprends être des processus de créolisation en fait. Et ça, j'ai compris qu'après, qui font que tout d'un coup, il y a ce truc-là qui naît. De tresser les lames de fer comme des paniers, avec la technique des paniers pour faire des volumes plutôt que de les tresser en plat pour faire des circulations dans l'usine. Et puis c'est comme ça qu'en fait tout arrive, et puis que la première me plaît, et puis je me dis, à ce moment-là j'ai genre 40 ans, je fais de l'infographie, je suis assis toute la journée sur une chaise, là... je fais un truc qui me plaît, je suis avec des gens, je fais de la création, je fais du volume, c'est physique, ça me plaît aussi. Au bout de 8 heures de tressage de fer, je suis calme. Et donc ça me permet de ne pas rester assis sur ma chaise. Et surtout, il y a aussi quelqu'un qui me propose de l'acheter, à peine j'en ai fini. On me dit, donc moi j'ai 2 enfants, je suis père de famille, et je me dis, c'est possible, il y a peut-être un truc là où tu peux, sans mettre ta famille en danger, faire un truc qui te plaît. Parce que tu te posais la question en 2012, je te parlais tout à l'heure du colloque du CEREAP sur lequel tu avais fait une superbe intervention, et tu te posais la question, tu te demandais qu'est-ce qui est pertinent de faire en Guadeloupe. Je pense que c'est une question que tout le monde, enfin, j'imagine que tout le monde se pose un peu tout le temps. Il n'y a pas que les artistes. Comme il n'y a pas que les artistes qui se posent cette question-là, mais comme artiste, on n'a pas le temps de tout faire. Si on avait le temps de faire toutes les idées, ou toutes les démarches, ou tous les trucs qu'on voudrait faire, on pourrait faire beaucoup plus. Il y a aussi le fait que il faut gagner sa vie, et donc parfois gagner sa vie, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps qu'on vend des heures et qu'on les vend suffisamment cher pour payer les recherches. Donc la pertinence, c'est une géométrie, c'est une question à géométrie variable. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'idée que justement la sculpture, elle peut être dans des lieux publics, elle peut être en extérieur, elle peut être vue par tout le monde. C'est-à-dire c'est un art qui est peut-être moins élitiste que la peinture, par exemple. Il y a plusieurs choses autour de la sculpture et du volume, c'est-à-dire que d'une part, pour moi, appréhender, une fois que le volume est là, il est là. Donc pour moi, c'est plus compliqué à faire que de la peinture, à apprendre la peinture à l'huile, les fondus, d'attendre, etc., les couches, les sous-couches. C'est plus un rapport plus instinctif avec le volume que peut-être que j'ai pour moi. Et du coup, comment est-ce que, parce que tu navigues comme ça, du coup maintenant tu es artiste à temps plein? Alors je suis travailleur indépendant depuis 15 ans. Et de plus en plus, on va dire que la part de la création artistique et de l'art prend une part de plus en plus importante de mon budget. Et comment de ton budget? De mon chiffre d'affaires, voilà, tout simplement, de comment je vis et de comment j'arrive à vivre. Et comment est-ce que parce que tu dis il faut arriver à travailler, à être artiste sans mettre sa famille en danger. Comment est-ce que tu arrives est-ce que ça passe par le choix de certains thèmes? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu t'interdis, il y a des thèmes que tu regardes avec plus d'attention? Comment tu fais ça? Alors, jusqu'à présent, je crois que je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais je crois que jusqu'à présent, j'ai fait ce que je voulais faire en fait. C'est-à-dire ce que j'avais envie de faire, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais intéressant de faire. Les trucs sur les murs, la sculpture, la manière de se poser, de se positionner dans une société aussi où je suis évidemment pas représentatif d'une majorité de la société, mais justement d'avoir un regard décalé sur cette société et puis de pouvoir intervenir dedans. C'est aussi l'avantage de la Guadeloupe, c'est un petit pays, donc tu peux quand même peser, tu peux être visible et exister quand même par rapport à un artiste en France comme moi qui est autodidacte, qui arrive et qui fait son premier truc à 40 ans. Tu n'existes pas, tu n'as aucun moyen de peser sur le monde dans lequel tu vis, alors que l'illusion de le faire en Guadeloupe, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est moteur, ça te permet de te dire, tu montres un truc, il y a des gens réagissent, du coup tu comprends que ce que tu as fait, ça a ces limites-là et d'autres, et donc tu réajustes, tu prends un autre média ou un autre rapport, un autre endroit d'exposition, un autre médium pour pouvoir exposer les choses différemment ou montrer les choses différemment. Quand tu as fait de la sculpture, que tu te rends compte que tu peux pas l'exporter, pas la montrer, que c'est trop cher à transporter, trop lourd, etc., en fait, après tu fais de la vidéo. Ou tu fais de la vidéo, tu peux l'envoyer par internet et que tu peux te diffuser dans n'importe quel pays dans le monde pour ta vidéo. Parce que justement, l'une des questions que j'avais, c'était de savoir, est-ce que ce que j'appelle ta grande versatilité, le fait de pouvoir avoir accès à différents
différents médiums, médiums ou techniques à l'intérieur de la discipline artistique. Tu fais de la sculpture, mais même tu fais de la sculpture avec du bois, avec du papier, avec du papier, de la résine. Tu fais du dessin, tu fais de la vidéo, du collage. La gravure. On a quand même pas mal de choses comme photo. On a notamment ton fameux crâne blanc, ce qui est pour moi représentatif de le plus des dessins. On a aussi des collages de street art, notamment des installations. On a une installation que tu as faite avec la galerie qu'on avait à l'époque à TNT, Art Contemporain. Et donc ma question c'était de savoir, est-ce que cette versatilité, est-ce que c'est ça qui te permet de rester à flot, je veux dire en tant qu'artiste, ou est-ce que en fait ce que tu décris c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que cette volonté de pouvoir exister à l'intérieur d'un environnement t'a poussé, mais tu sais, ça c'est l'exposition à TNT, en fait, t'a poussé à aller chercher dans différentes techniques, quoi. C'est peut-être même encore plus simple que ça, c'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me motive aussi, c'est de me bousculer dans ma pratique. Et donc, quand il y a un truc que je sais faire, je sais le faire. J'ai besoin de continuer à apprendre, de continuer à expérimenter. Parce que cette expérience de créolisation qui a mené à ma première sculpture, en fait, moi, ça m'intéresse vraiment d'essayer de la pousser, de prendre, d'être... alors, mon propre sujet d'expérience, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais d'essayer de continuer à voir... ou ces différents cycles, parce que quand tu vis en Guadeloupe, il y a des cycles, des moments où tu es bien, des moments où tu n'es pas bien, des moments où tu as des parties positives, des parties négatives, tu as des moments où tu mets en danger parce que tu n'arrives plus à avancer, des moments où ça va mieux. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de constamment essayer de me pousser, c'est-à-dire de sortir des choses que je sais faire, pour aller voir ailleurs comment je peux faire et comment ce que j'ai appris là je peux m'en servir ailleurs et comment parce que j'ai un peu du mal à répéter les mêmes choses, j'ai tendance à pas vouloir m'ennuyer, j'ai peur d'être répétitif et d'avoir un système et puis d'avoir un système, quoi. J'ai une photo avant qu'on aille voir du côté des autres artistes, j'ai une photo que je vais te montrer du street art, de la première Pool Art Fair, je sais pas si on l'a. Alors ça, on voit pas. Là, on voit pas bien. Tu te rappelles de ça? C'est des trucs que j'avais collés sur le côté, ça? Oui, c'est des trucs. Pardon, micro. C'est quand on avait fait les premières fresques pour la Pool Art Fair. On en a une deuxième. Peut-être que tu verras un peu mieux. Oui, je me rappelle de ça. On avait fait un truc et puis j'avais dessiné en noir et blanc une espèce de bonhomme. C'est nos années street art. Ouais, parce que en fait, après, quand on parle de pertinence, il y a ce côté, la sculpture, ça permet d'aller dans la rue. Ça permet, en fait, ça dépend laquelle. Si tu fais des petites sculptures comme ça, tu la poses dans la rue, soit tout le monde marche dessus, soit carrément des gens te la prennent et partent avec. Comme moi j'ai commencé en tressant des lames de fer et que ça fait des gros volumes, ça permet en fait, l'avantage de ces trucs-là, c'est que tu peux quasiment les manutentionner tout seul et que quand même à voler ou à partir avec, c'est compliqué. Oui. Et donc j'ai justement un projet en cours qui utilise cette particularité du type de sculpture avec les lames de fer qui sont relativement légères pour le volume qu'elles représentent. Du type de celle que tu as faite devant le Centre des Arts, là, parce que finalement il y a une continuité quand même dans sa pratique, puisque à partir du Bœuf Chapelle-Usine, aujourd'hui là, ils viennent réaliser une sculpture aussi où il ne tresse pas, mais où il emmêle, où il plie aussi des lames de métal. C'est des rails d'isolation sonore. Ah ouais, c'est des grands rails de 3,50 m. Oui. Est-ce que tu connais une œuvre de Michel Rovellas qui est peu connue, qui se trouve à Goyave et qui est une petite sculpture de l'esclave Gertrude qui avait été condamnée pour empoisonnement à Goyave, et il a fait une petite sculpture avec des plaques de métal justement. Il est possible que j'ai vu, mais ça m'a pas marqué, moins que la sculpture en bambou, moins que la sculpture de l'aéroport.
Elle est peu connue, il y a peu de gens qui l'ont vue. Celle de la Fondation Clément de Rovella, c'est aussi en plaques, c'est une succession de plaques, mais c'est du bois, je crois. C'est un peu abstrait. C'est très abstrait, ouais. Alors que là, c'est un personnage. C'est un personnage qui est... Moi, j'avoue, en fait, ce que je fais est assez figuratif, mais figuratif décalé, c'est-à-dire que pas je toujours, fais pas parce du qu'en corps. bois, tu avais fait des Oui, choses j'ai fait abstraites. des trucs un peu plus abstraits, mais il y a quand même toujours, en fait, ce qui m'intéresse. Mon père faisait du paysage, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports humains. Et donc, je fais de l'homme, je fais du rapport à l'homme, je fais... Justement, en parlant de ça... Vraiment parler de l'individu et de sa place et de ses relations dans la société. Et les autres artistes, est-ce que quand on voit ton travail particulièrement de collage, on pense tout de suite à Ernest Pignot-Ernest, surtout pour nous, notre génération, quand on a appris l'art dans les années 80-90. J'ai juste une petite photo de Ernest Pignot-Ernest, c'est aussi un collage dans la rue en noir et blanc. Comment est-ce que tu regardes ça, toi ? Alors, bien sûr, j'admire la virtuosité de dessin d'Ernest Pignot-Ernest. Non, mais il y a le dessin, mais il y a aussi et son engagement politique à chaque fois. Mais il y a aussi l'utilisation de la rue, quoi. Alors, il n'est pas le seul, hein. Maintenant, il y a JR, l'autre jour, voilà. T'as du collage partout. Oui, ou même Banksy. Il joue un peu sur les trompe-l'œil, ce que tu ne fais pas. Oui, mais mais dans cette pas seulement, disons. Enfin bon, vas-y, qu'est-ce qu'on peut dire entre vous deux ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qui m'a amené à faire les collages que les Archipels du Mois, notamment à partir de 2014 dans les rues en Guadeloupe, c'est pas Ernest Pignot-Ernest, c'est justement une maison que Eddy Firmin Hanno avait peint à Port-Louis, que j'avais vu. Et en fait, je me suis dit qu'il a transformé en Louis Vuitton, en sac Louis Vuitton. Et je me suis dit qu'il avait parfaitement raison du fait d'utiliser ce cadre qui est à la fois, c'était un peu comme d'Arboussier ces cases-là, c'est-à-dire c'est à nous mais c'est pas à nous, c'est mémoriel, c'est un souvenir mais ça tombe en ruine, et donc c'est un espèce de patrimoine en ruine. D'accord. Et donc il y a cette histoire de décrépitude, et donc j'ai trouvé que c'était en fait vachement intéressant, d'une part parce que c'est des vieilles cases, donc tu peux aller coller, je te demande l'autorisation parce que ça a été une longue histoire, mais dans ma situation, avec tout le contexte et tout ça, moi j'y vais d'abord en demandant l'autorisation aux gens. Quand tu es dans ta situation ? Parce que tout simplement, la première fois où je suis allé coller, j'ai collé de nuit sur des vieilles cases que je savais abandonner, je m'étais renseigné avant, qui sont depuis détruites. Moi j'ai des archives de cases qui n'existent plus en fait. Mais dans ta situation ? Ma situation de Mounlo de Bord. Je parle pas créole. De gars qui vient de Blanc-France. D'étrangers. Voilà, d'étrangers. Donc, c'est-à-dire que quand... Guadeloupolitain, tu dis. Guadeloupolitain. Et donc, en fait, les premières fois où je suis allé coller, j'ai collé à Saint-François et à Moule la nuit. Sur des maisons que je savais abandonner et puis vraiment pas utiliser. Voilà. Et donc, 2 jours après, j'y vais et puis je discute avec les voisins qui étaient là. C'était des vieux qui étaient là en train de discuter. Il y a un mec, j'avais collé sur la maison d'à côté de chez lui qui venait voir parce qu'on lui avait dit qu'il y en avait d'autres en ville et donc il venait voir ce que c'était que ces trucs-là. Et c'était étrange et donc on discute pendant 1 heure. Je leur ai pas dit que c'était moi qui avais collé, je pense qu'ils s'en sont doutés quand même. Mais en fait, la conclusion était que tout était bien, c'était bien fait, ça te mettait en valeur le truc, la maison, ça la donnait à voir différemment, etc. Tout, sauf que c'était fait comme un voleur. Et donc je me suis dit, alors ça sert à rien que tu ailles faire quelque chose pour mettre de l'art dans la rue si tu te discrédites directement en agissant d'une manière qui est mal perçue. Et donc les fois d'après, j'y suis allé en demandant l'autorisation d'abord, en recherchant les cases qui m'intéressaient, demander à qui c'est la case. Et donc, moi, blanc, j'arrive et je demande à la dame, la voisine qui habite à côté, vous savez à qui elle est cette maison, monsieur ? Ah non, je ne sais pas à qui elle est. Je ne suis pas agent immobilier, c'est pas pour l'acheter, c'est pas pour faire des travaux, c'est parce que voilà, j'ai un projet avec des enfants, on va faire des dessins, on va les coller. Et donc là, tout de suite, ça décolle le truc, ça m'est arrivé. Donc après avoir l'autorisation plus ou moins des gens ou les voisins qui me disent ça fait 20 ans on n'a vu personne, vas-y fais ton truc, ça nous dérange pas de faire ça. Et là il y a une dame qui sort, mais monsieur, mais vous croyez tout permis, vous n'êtes pas chez vous. Ernest Pignot-Ernest dans tout ça. Et Ernest Pignot-Ernest dans tout ça, tu m'as oublié. Hein. Non mais Ernest Pignot-Ernest en fait. Est-ce que tu connaissais son travail avant ou après ? Je crois que j'ai vu son travail après. Je connaissais pas. Mais en fait je suis autodidacte, donc moi
j'ai fait ma première sculpture en 2000, j'ai bouffé des bouquins d'art, des trucs d'art, et j'ai commencé à comprendre ce milieu de l'art et le monde de l'art au fur et à mesure après. Et donc j'ai une bonne mémoire visuelle, je me rappelle beaucoup moins des noms, des prénoms, tout ça, mais j'ai une bonne mémoire visuelle. Et donc quand j'ai vu ce travail, j'ai été sidéré par la virtuosité. Le fait de faire des collages, ça m'a pas... Je comprends qu'à un moment où il a fait ça, c'était hyper nouveau. Surtout qu'il collait des originaux quand même. Parce que là, il colle des copies, comme moi je colle des copies des dessins. Mais coller des originaux, c'est encore une autre démarche. Ouais. C'est-à-dire que tu colles... tu perds ton dessin, quoi. Tu perds un temps long. Oui, tu perds ton dessin. Et le rapport au temps, je trouve, dans la démarche artistique, c'est vraiment faire ce qui est pertinent, c'est faire ce qui prend du temps. Ou alors, ça doit être pertinent par rapport au temps que tu y mets. C'est-à-dire que... Moi, j'aime bien faire les trucs parce que le temps de l'artiste, ça doit compter dans la société. Ouais. Je voulais intervenir par rapport toujours à ton parcours et rebondir sur un mot. Tout à l'heure, tu as parlé de créolisation. Alors, il est certain que ton parcours, si on le regarde de façon synthétique, on assiste à une sorte de perte de vision franco-centrée, et au contraire, un phénomène de créolisation, c'est-à-dire... c'est un terme qui est emprunté à, je pense, à Glissant, c'est-à-dire qui refuse le mot créole et qui dit que de même qu'on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas guadeloupéen ou créole, mais on le devient. C'est-à-dire que c'est un processus en cours. On va voir si le contraire est valable. Est-ce qu'un Guadeloupéen qui arrive en France perd sa guadeloupéanité pour devenir français? C'est intéressant parce que moi j'ai perdu ma francitude. Mais si, parce qu'elle dit que tu es devenu créole. Il y a un phénomène de créolisation. Voilà, il s'est créolisé. Est-ce qu'on se décréolise? Il n'y a pas une naissance de... Non, on va revenir dessus, mais c'est très intéressant parce que justement, du coup, toi, tu viens d'ailleurs, tu peins et tu travailles ici, et on a un artiste dont une de ses œuvres était très proche de la tienne, qui est d'ici et qui vit en France. Je ne sais pas si tu es là, Jean-Marc. Je suis là. Du coup, tu es là depuis combien de temps? Enfin, là-bas, en bas là. Je suis ici depuis 92. Ça fait une trentaine d'années. Et est-ce que ton regard a changé, comme celui de François, ce qu'il nous disait? Non, pas du tout. Moi, je pourrais parler d'une évolution du regard, du fait d'avoir voyagé, d'avoir pu toucher au monde et de voir autre chose aussi. Tu regardes toujours comme un Guadeloupéen par rapport à qui tu es. Est-ce qu'il regarde la Guadeloupe différemment aussi? Je regarde la Guadeloupe telle qu'elle est, après avec son évolution aussi. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de préciser que la Guadeloupe a changé mon regard a changé vis-à-vis de la Guadeloupe. Le fait d'être à distance, est-ce que ça ne modifie pas le regard que vous aviez ou que tu avais sur la Guadeloupe? J'ai un regard de quelqu'un qui est à distance, tout simplement. Je ne sais pas. Effectivement, j'ai des repères. Je manque de repères par rapport à mon évolution, par rapport au changement des Antilles, de la Guadeloupe aussi. Mais je pense que j'ai la même vision. J'ai encore cette vision quand j'étais petit aussi. Ouais. Beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler des sculptures qu'on a présentées à la Fondation Clément, à la même exposition à laquelle a participé François? On va montrer les petites. On peut me les montrer sur la page de droite? Les petites qui sont très colorées, très, très brillantes. Alors là, on a l'installation que j'ai faite avec François avec le travail de François et ton travail, mais on a aussi d'autres petites sculptures. Voilà celle-ci. Ouais. Alors les petites sculptures, pour la plupart, pour moi, c'est la représentation que je fais de la femme, de la douceur qu'elle représente, de l'amour que je lui porte. Donc il y a aussi quelques
quelques sculptures que j'ai réalisées pour un écrivain. Donc c'est un rapport avec son bouquin. Et puis la sculpture du nègre marron avec le bras et la jambe qui sortent du tableau, c'était un petit peu pour représenter le nègre en train de fuir la plantation. Qui est juste à côté, celle qu'on voit à l'écran. Et donc, est-ce que comment s'est passée cette autre sculpture? Alors, je pense qu'elle est dans une continuité des autres petites sculptures, mais celle-là est un peu plus grande, celle où la femme est à quatre pattes, avec une bouche très pulpeuse. Ouais. Et nue, mais elle est un peu différente des autres. Comment est-ce que cette sculpture est arrivée? Donc, on parle de sensualité, mais aussi de sexualité. C'est aussi important de le montrer, de le préciser sur les œuvres. Donc, ces attraits qui sont très, très, très en forme donnent vraiment... voilà, la femme, elle reste dans toutes ses qualités, quoi. Que ce soit de la douceur, que ce soit de la sexualité, de la sensualité, tout est à montrer. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de tabou, quoi. C'est totalement. Moi, je pense être dans le vrai, et j'exagère aussi sur les formes pour vraiment démontrer la chose, quoi. On a le sentiment que tu l'as créée presque à l'aveugle, c'est-à-dire qu'elle est plus tactile que visuelle, presque. Totalement, oui, parce que tactile, parce que en fait, le but recherché aussi, c'est de ressentir, c'est le ressenti qu'on peut avoir en visualisant les œuvres, en fait. Et donc, c'est de pouvoir travailler l'émotion avant même de travailler l'œuvre, en fait. Donc, de par les courbes, de par la rotonde, comme on dit, on arrive à se sentir près des œuvres, en fait. C'est ça l'idée. Tu as été surpris de voir la sculpture de François et la ressemblance. Oui, je trouve absolument une ressemblance au niveau de la forme, de la position qui est totalement identique, hein, on va dire. Sur la forme, sur le fond, je pense qu'il y a une opposition dans l'émotion, quoi. Je ne l'ai pas vu en vrai de près, mais il me semble qu'il y a plus ce côté alien, si je puis dire, si je puis me permettre aussi, beaucoup plus comment dire, organique aussi qu'une œuvre comme la mienne, que j'ai réalisée. Donc il y a ces oppositions-là, et voilà, ça se discute, quoi. Ça se discute. Est-ce que dans les ressemblances, ça se voit, dans les différences que tu nommes, étrangement, tu ne nommes pas la couleur? Étrangement, j'ai pas très bien compris, j'ai pas la couleur. Dans les différences que tu nommes, tu ne nommes pas la couleur. Non, parce que la couleur est subsidiaire, mais c'est la forme qui compte, en fait. C'est la forme. Mais en même temps, on peut pas. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que sur le plan des formes, elles étaient très similaires, extrêmement similaires. Mais sur le plan des couleurs, il y avait une sorte d'échange. C'est-à-dire que toi, qui es noir de Guadeloupe, tu fais cette sculpture, pratiquement la même sculpture, mais blanche en réalité, ou claire. Et lui, qui est blanc, mais qui vit en Guadeloupe, il fait la même sculpture, plus ou moins, mais noire. Donc il y a une sorte de changement comme ça, de la couleur qui a changé de place, de la même façon que un peu vous avez changé de place. Là, je comprends tout à fait. Mais enfin, est-ce que il serait la couleur, le bois, donc en soi, je l'ai laissé brut. J'ai pas vraiment cherché à travailler la couleur. Pour moi, comme la couleur de la peau, on ne peut pas la changer, donc je l'ai laissée telle quelle, de telle façon à ce qu'elle garde toute sa nature, quoi.
Je garde ça, la couleur de la peau, on ne peut pas la changer. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. François, la couleur de la peau, on ne peut pas la changer. Eh ben non. Par contre, pour revenir sur la discussion avec Jean-Marc et toi, moi je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'en fait dans la forme et dans ce qu'elles expriment, elles se ressemblent pas tant que ça. Oui. Et peut-être que c'est ton regard à toi qui donne cette prédominance aux différences de couleurs, mais je comprends ce que tu veux dire, mais quand j'ai fait cette sculpture, elle s'appelle la menthe parce que c'est évidemment en rapport avec les menthes religieuses, la menthe religieuse qui dévore le mâle à la fin de l'accouplement. Et comme elle a ce côté, elle est à quatre pattes, donc elle est a priori en position d'être soumise, machin, mais en fait quand tu la regardes dans sa forme et que tu t'approches, tu sens bien que c'est elle qui va gagner le truc avec ces espèces de les jambes arrière qui sont faites comme des mâchoires ou des mandibules, voilà. Et puis ses doigts posés qui sont vraiment en tension. Donc pour moi c'est pas vraiment une femme, c'est beaucoup plus un alien et beaucoup plus comment dire, fantasmagorique. C'était une forme un peu fantastique, ça faisait partie de mes formes de mes parts de recherche. Tu sais que tu pars sur quelque chose, tu essayes des nouvelles formes, des nouvelles manières de travailler avec le papier. Là c'est une sculpture en papier. D'ailleurs j'ai appris depuis que sans armature. C'était une sculpture en papier. C'était une sculpture en papier, ouais. Parce que depuis, en fait, le papier n'a pas assez de résistance pour tenir. Ça tient pendant quelques mois, mais de par sa position, on apprend avec le temps. Le temps de la sculpture, c'est aussi parfois un temps plus long, peut-être que pour la peinture. Il faut voir les trucs qui tiennent. Et comme je suis pas un sculpteur argenté, le stockage est une grosse question du volume. Et donc, il faut que je fasse des trucs qui soient pas fragiles, parce que si c'est fragile, comme j'ai pas la place de les stocker ou que j'ai pas les moyens de les stocker de manière très correcte, il faut que je puisse nettoyer les trucs, les sortir, les rentrer, voilà. Et donc depuis j'ai appris que ce type de forme, si je veux que la forme soit pérenne, je suis obligé de mettre des armatures métalliques. Ça c'est la technique de la sculpture. Ouais. Mais pour revenir, quand tu dis que c'est moi qui vois la différence de couleur. Ah non, mais la différence, tout le monde la voit. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus ou moins blanche et l'autre qui est plus ou moins qui est complètement noire. Non, parce noire. qu'à part même Jean-Marc, elle avait l'air de ne pas l'avoir vue. Mais je pense que ça fait partie d'un rapport à cette histoire de couleur, de race, de blanc, de noir, qui est une couleur, qui est une question quasi quotidienne ici en Guadeloupe, qui est sous-jacente dans pas mal de débats, dans pas mal de prises de position, et c'est normal que ça te frappe. Moi. Oui, en tant que commissaire d'exposition. Toute cette exposition réparation, elle vient du moment où ma fille, sur la plage des Raisins Clairs, la plage communale de Saint-François, a buté quasiment sur un crâne que quelqu'un avait sorti de l'eau quelques minutes avant. Et et en fait, moi, j'ai pris ce crâne pour pas le laisser là sur la plage, qu'il soit abîmé ou utilisé, je sais pas comment. Enfin bref. Et donc, en fait, ça a été une longue réflexion, mais toute une exposition en réparation est arrivée après pour parler de ce qui se passe quand on bute dans l'histoire et quand notre position à nous tous. Qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire, qui est notre histoire commune? Qu'est-ce qu'on fait avec et comment on se situe par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, et à cette occasion, j'ai fait un travail sur les mounes brûlées. J'imagine que c'est de ça dont tu veux parler. Oui, c'est ça dont je voulais parler, mais on n'a pas la vidéo. Mais on a la photo, je pense, de toi en train de faire ces sculptures. Ouais. Et donc là, ce que tu cherches, c'est à faire des sculptures qui sont noires. Et ta façon d'amener le noir dans ces sculptures, c'est de brûler le bois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand l'Occident a commencé la traite esclavagiste et la traite des populations africaines mises en esclavage pour être emmenées ici travailler comme bêtes de somme, en fait, l'Occident a aussi inventé le concept de blanc, race supérieure, et le concept de noir. Et donc, ce rapport, en fait, parce qu'avant, tu avais différents peuples avec différentes cultures, différentes langues, etc. Et l'Occident a inventé cette idée du noir, c'est-à-dire que tous les Africains, en fait, sont des noirs et donc sont, de par la couleur de leur peau, une race inférieure. Et donc, ils sont même pas humains. Et donc, on peut les utiliser comme des bêtes de somme. Et donc, le fait de brûler ces bouts de bois, je les ai brûlés en utilisant le feu. Évidemment, ça rappelle la Shoah, les Juifs brûlés. Enfin, donc c'est une démarche violente, mais
beaucoup de mon travail est un travail assez violent. Et en fait, donc le fait de brûler ces différentes sortes de bois, il y a des bois plus clairs, des bois qui sont roses, des bois verts, des bois, voilà, ils sont tous rendus noirs par le fait d'être utilisés comme source d'énergie, comme les esclaves étaient utilisés comme source d'énergie. Voilà, et donc ça donne des sculptures comme celle-ci. Ça, c'est où ça? Alors ça, c'est au Fonds d'art contemporain à Saint-Claude, à l'habitation Beau Soleil. Mais il y a eu la même exposition au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. La chanson de Jeune Mona. Si tu veux, c'est un chanteur très connu et très important de la culture antillaise. Et il a fait cette chanson qui s'appelle Bois brûlé, justement. Et dans la chanson, il dit « Moi, c'est bois brûlé ». Mais en fait, j'ai pas les paroles exactement ici, mais il explique ça pour dire qu'il est noir parce que son bras est brûlé, ou parce qu'il est du bois brûlé, et que c'est ce bois brûlé qui crée sa condition un peu misérable, quoi. C'est l'histoire de voilà. Mais si tu veux, il y a plusieurs façons d'obtenir le noir, tu vois, et moi, personnellement, ça m'avait choqué, si tu veux, que tu revives ou que tu fasses revivre cette chose qui pour nous est vécue comme une difficulté, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu ne le fais pas. Tu le fais dans l'ignorance, si tu veux, de cette chanson, qui est vraiment une chanson fondatrice de la culture antillaise. Et tu le fais dans l'ignorance de cette chanson en y voyant un autre chemin. C'est-à-dire en y voyant l'utilisation de l'énergie, etc. En fait, je travaille aussi sur le blanc, c'est-à-dire sur ce que je suis. Et donc, en fait, c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Le fait, quand je me filme en train de brûler des bouts de bois pour les transformer en noir, évidemment que je filme et que je montre comment l'Occident a transformé des peuples en ce concept de race inférieure. Oui, mais en même temps, quand je mets les fers autour de Timal, je mets en scène ce truc de blanc. Noir. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu dis que quand tu vois ça, quand tu fais ça, tu montres comment l'Occident a inventé le noir. Tu vois? Mais ça peut être vu aussi, tiens, que pour toi, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on est noir. Par exemple, il y a une expression antillaise qui dit c'est pas couillon qui rend moine ouais. J'ai pris un temps fou à comprendre cette expression que ma grand-mère disait toujours. Et ça veut dire qu'en fait, que c'est pas parce que je suis noir que je suis couillon. Tu vois? Et on a l'impression, enfin moi en tout cas, quand j'ai lu ton travail la première fois, j'ai eu le sentiment que lui aussi il est en train de fabriquer des sculptures qui sont noires parce qu'elles sont brûlées de la même façon que nous on est noirs. Là c'est parce que tu penses que je suis couillon. Non, c'est pas parce que si. Non, en fait moi quand je fais ça j'essaie de te montrer la différence de chemin. C'est-à-dire que toi tu arrives à quelque chose par un certain chemin avec ta réflexion, avec tes déductions intellectuelles, tes déductions par rapport à qui tu es, comment tu vois la société, comment tu veux agir, ce que tu veux montrer, ce que tu veux fabriquer. Donc tu viens par un certain chemin, tu vois. Mais une fois que tu as produit l'œuvre, l'œuvre, elle existe pour elle. Et nous, on vient de notre chemin. Donc on la reçoit autrement. D'accord. Et une des façons de la recevoir, ça peut être comme ça. Mais l'œuvre, elle est accompagnée de la vidéo, elle est accompagnée de son processus. L'œuvre, elle est accompagnée de son processus. Non, mais je remets pas en question la liberté de l'artiste. Tu plaques dessus une interprétation faite sans tenir compte des intentions de l'artiste. Non, c'est même pas une histoire de liberté ou d'intention, parce que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est le public et comment il la reçoit. Ce qui compte. Caricature de Mohamed. Non, c'est pas une caricature puisque c'est pas une caricature. C'est le même principe. Non, c'est pas une caricature puisque l'œuvre elle est là. Je dis pas que ton œuvre est une caricature, c'est pas ça que je dis. Et l'œuvre, elle ne peut pas être excusée parce qu'il y a une vidéo, parce qu'il y a un discours, parce qu'il y a un texte, etc. Elle n'est pas excusée, elle est accompagnée, mais non, elle peut pas être accompagnée. Mais pourquoi? Mais non, parce que c'est le propre d'une œuvre d'art. C'est une exposition à part entière et dans l'expo, il y a plusieurs trucs qui se répondent les uns avec les autres. Mais par exemple, tu vois, ton œuvre, elle est dans la première de couverture du magazine, du catalogue. Le spectateur la reçoit en tant que telle. Et donc, elle ne peut pas être accompagnée. Quand je dis qu'elle ne peut pas être accompagnée, c'est-à-dire qu'elle doit exister ex nihilo. C'est-à-dire que l'œuvre doit être elle, telle qu'elle est, c'est tout. Tout le reste, c'est en plus. Ça, c'est un débat.
Non, c'est pas un Si, débat. c'est un débat. Non, c'est pas un C'est-à-dire débat. qu'en fait, tu as plein Mais de non. rapports à l'histoire Mais de non, parce l'art qui permettent de dire que l'œuvre, c'est un contexte. Parce que quand tu as des œuvres qui sont des performances, ou quand tu as le mec qui pose le tas de bonbons, etc., en fait, tout le contexte compte beaucoup plus que l'œuvre. Donc, ce que tu viens de dire, c'est sujet à débat. Mais, pour finir sur les Moons brûlés, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ils ont aussi un nom. Et c'est pas, j'ai pas dit, ces gens-là sont des noirs. Ça s'appelle Moon brûlés. Et donc, ça Mais veut ils sont dire... noirs. Ils sont noirs comme un bois brûlé. Voilà. Voilà. Et ça s'appelle La Fabrique du Noir. La série s'appelle La Fabrique du Noir. Et donc, cette fabrique-là, en plus, si tu veux, tout le corpus de... Parce que, en fait, tu dis que ces sculptures sont isolées, mais elles n'étaient pas du tout isolées. Non, je dis pas qu'elles sont isolées. C'est un élément dans l'exposition, mais je comprends. Je dis pas qu'elles sont isolées, je dis qu'elles doivent être prises en compte à part entière. C'est-à-dire que si quelqu'un fait l'acquisition, ou si un commissaire d'exposition décide d'exposer cette sculpture-là à Paris, à Timbuktu. J'ai pas appelé ça Moon Noué. Mais t'as pas besoin de l'appeler. Brûlé. Même si tu l'avais appelé Moon Blanc, c'est quelqu'un de noir. Ce qu'on voit est là. Tu peux l'appeler doré, et il est noir. Mais tu restes sur une position figée, là, Thierry. Sur la chanson de Eugène Mona, tu en fais un canon qui est immuable. Et cette œuvre-là, tu peux même l'interpréter différemment et tu peux reprendre l'idée du Moon brûlé, tu le reprends différemment. C'est pas comment dire, une vérité d'évangile, la chanson d'Eugène Mona. Tu peux faire évoluer ce concept de Moon brûlé. Hein? Oui, mais peut-être que j'ai raison. Oui, mais... Thank you very much. I will see you next time.